Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo de métaboglucidique et j'espère que la première vous a plu. D'ailleurs, si c'est pas fait, allez la voir. Je vous ai mis une fiche, une nouvelle fiche ici, c'est la même en fait, mais avec le lien de la vidéo dans l'intro. Donc j'espère que ça vous plaît, que ce format vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ça vous aide vraiment. En tout cas, sachez que là, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo néoglucogénèse, puisque la première re un peu flop. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, vraiment et que ça va vous plaire. Bon, j'arrête de parler et on y va. Du coup, on va voir la néoglucogénèse ensemble. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la néoglucogénèse correspond à la synthèse de nouveau de glucose à partir de pyruvate. Donc, on se rappelle, ça doit tout de suite faire tilt dans votre tête. Vous vous dites: OK, on synthétise du glucose à partir de pyruvate. Ça nous rappelle pas quelque chose? Bien si, ça nous rappelle du coup la glycolyse. Glycolyse, on consommait du glucose pour obtenir 2 molécules de pyruvate. Là, c'est totalement l'inverse. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que la néoglucogénèse est la voie du coup qui est, réciproque de la glycolyse, avec des étapes qui sont en commun. Bon ça, je vais vous le dire après, mais c'est pas totalement, la glycolyse inversée, hein. Il y a des étapes qui sont communes, mais des étapes qui ne sont pas pareilles du tout. Mais ça, on va le voir après. Donc, en fait, la synthèse de novo de glucose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de précurseurs qui sont non glucidiques, donc le pyruvate en fait, le pyruvate notamment, à partir du coup du pyruvate qui est un précurseur non glucidique, on peut, obtenir du glucose, d'accord? Donc il faut savoir que cette voie-là, elle se fait essentiellement dans le foie, mais qu'elle peut aussi se faire dans, les reins ou dans les intestins, OK? Donc le glucose correspond à la source énergétique principale, voire unique pour de nombreuses cellules, dont les cellules du cerveau et du système nerveux central. Donc ici, c'est l'unique source d'énergie. Les érythrocytes, unique source d'énergie aussi. Vous pouvez vous demander pourquoi. En fait, dans les érythrocytes, c'est logique. Vous pensez que dans un globule rouge, il n'y a pas de mitochondries. Donc la seule manière, en fait, pour les érythrocytes d'avoir de l'énergie, c'est tout simplement d'avoir du glucose. OK? Ensuite, les cellules du muscle, lors d'un exercice physique, les cellules des testicules, les cellules rénales, donc là, pour ces cellules-là, le glucose sera la source énergétique principale. Là, je vous ai mis un petit graphique qui aide beaucoup, beaucoup à comprendre, mais en fait, il faut savoir que, en phase absorptive, donc quand vous allez, vous nourrir, en fait, vous avez du coup du sucre heu, qui peut vous être apporté, du coup, de manière exogène, OK? Ça, c'est le sucre que vous mangez, d'accord? En phase post-absorptive, ce sucre, du coup, ces sources exogènes vont s'épuiser, d'accord? Donc là, on vous dit que c'est, heu, au bout de 5 à 8 heures et qu'est-ce qui va se passer? Notre corps va faire la glycogénolyse, d'accord? Glycogénolyse, tout est dans le nom, de toute façon, je vous ai sorti la fiche et heu, on en a beaucoup parlé dans ce cours-là. En fait, la glycogénolyse, c'est quoi? C'est tout simplement, on va prendre du glycogène, on va le casser pour avoir des molécules de glucose, d'accord? Donc, on fait la glycogénolyse en phase post-absorptive, sauf que c'est bien beau, la glycogénolyse, elle tient, mais elle tient pas, de manière, infinie non plus. Donc, quand on va arriver en phase de jeûne précoce, voire même de jeûne prolongé, la glycogénolyse, elle va s'épuiser. OK? Il y a des limites. Donc, qu'est-ce qui va, venir la remplacer en fait? Qu'est-ce qui va être la voie relais de la glycogénolyse ici? Ça va être la néoglucogénèse, d'accord? Donc pensez vraiment postprandial, hop, c'est, juste après du coup avoir fini votre repas. Post-absorptif, c'est encore après. Là, je vous ai mis un petit récap. Mais pensez que, quand le jeûne en fait se prolonge, donc en cas de jeûne précoce ou prolongé, la glycogénolyse s'épuise et pour avoir du glucose, on va plus casser le glycogène, mais faire du glucose de nouveau, donc à partir, de pyruvate, donc on va faire la néoglucogénèse, OK? J'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez vraiment n'importe quelle question, n'hésitez vraiment pas, je réponds sur le forum. Envoyez-moi toutes vos questions, il y a aucun souci. Mais je veux vraiment que vous compreniez tout, en fait. Voilà. Alors, donc là, on va parler du coup des étapes de la néoglucogénèse, donc je vais détailler les étapes avec vous. Donc, il faut savoir que la glycolyse et la néoglucogénèse ont plusieurs intermédiaires métaboliques en commun, parce que du coup, dans la glycolyse, on produit du pyruvate à partir de glucose et que dans la néoglucogénèse, on fait totalement l'inverse. Mais attention, ces voies, n'ont pas exactement les mêmes étapes. Ça, faut faire super attention
vraiment faites attention, ces 2 voies-là n'ont pas les mêmes, étapes, n'ont pas les 10 mêmes étapes, OK? Certes, il y en a qui sont pareilles, mais pas toutes. Alors, on va voir ça. En fait, les 7 étapes qui correspondent aux réactions réversibles de la glycolyse sont également effectuées lors de la néoglycogénèse. Donc dites-vous, 7 étapes réversibles de la glycolyse, donc pratiquement toute la glycolyse en fait, est refaite à l'envers, OK, dans l'autre sens, par la néoglucogénèse. Donc ça, c'est les étapes en commun. Par contre, et ça super important, par contre, les 3 étapes irréversibles de la glycolyse, donc je rappelle l'étape 1, l'étape 3 et l'étape 10, elles vont être contournées, OK, lors de la néoglucogénèse par 4 étapes différentes et ça, c'est super important, vraiment plus, plus, plus. On a cette étape réversible du coup de la glycolyse qui sont reproduites par la néoglycogénèse mais en sens inverse. Par contre, les 3 étapes irréversibles de la glycolyse, donc la 1, la 3 et la 10, sont contournées non pas par 3 autres étapes irréversibles, mais par 4. Donc en fait, dans la NGG, la petite différence, c'est qu'on va avoir 11 étapes, OK? Parce que 4 étapes vont remplacer les 3 irréversibles, OK? Alors, ensuite, on nous dit que la glycolyse, bon, on se souvient, dans mon cours, j'avais dit que la glycolyse se faisait dans le cytoplasme uniquement. Et bah, là, il faut vraiment retenir, vraiment, retenez bien à chaque fois les compartiments dans lesquels se font les voies. Même faites-vous des récaps. Je vais essayer de vous faire ça d'ailleurs, peut-être une fiche récap avec tous mes schémas de toutes les voies. Et à chaque fois, je vous mettrai chaque voie se fait dans quel organe ou dans quel compartiment. Je pense que je vais vous faire ça parce que c'est vraiment hyper important et moi, vous avez une vision d'ensemble. Mais la glycolyse, elle a lieu que dans le cytoplasme. La néoglycogénèse, au contraire, elle a lieu dans 3 compartiments différents de la cellule. Donc dans le cytoplasme, OK, mais aussi dans la mitochondrie et dans le réticulum endoplasmique. Ça, c'est super important et on va le voir de suite. Donc la première chose en fait, que le pyruvate va faire, c'est de se transformer en phosphoénolpyruvate. Mais ça, il va pas le faire en une seule fois. Il a besoin de 3 étapes, le pyruvate, pour se transformer en phosphoénolpyruvate. Donc une première étape pour passer du coup du pyruvate à l'oxaloacétate. Une deuxième étape pour faire sortir l'oxaloacétate de la mitochondrie, parce que là on est dans la mitochondrie. Et une troisième étape, une fois du coup qu'on est dans le cytoplasme, on va vouloir transformer l'oxaloacétate in fine en phosphoénolpyruvate et ça, c'est une étape cytoplasmique. Sauf que, attention, et ça c'est super important, en fait, il faut savoir que la membrane de la mitochondrie est imperméable, OK, à l'oxaloacétate. Ça veut dire que l'oxaloacétate, pour sortir de la mitochondrie et aller au cytoplasme, du coup, pour se transformer en oxaloacétate en phosphoénolpyruvate, pardon, il ne va pas pouvoir passer tout seul la membrane mitochondriale, OK? Et on va voir comment il va faire. Donc, 1 étape, carboxylation du pyruvate en oxaloacétate. Ça, c'est une étape qui est super importante. On retient bien, c'est comme dans la glycolyse, c'est comme dans toutes les autres voies. Retenez bien les intermédiaires, ce qui est consommé, ce qui est relargué, les enzymes, les coenzymes aussi. Vraiment, retenez les coenzymes, c'est à ne pas négliger. La prof fait des pièges dessus, c'est prouvé. Vous les avez dans les annales de toute façon. Donc vraiment, retenez, tout est important. Donc ici, en l'occurrence, on a la carboxylation du pyruvate en oxaloacétate. Grâce à la pyruvate carboxylase, on consomme une molécule de CO2 et une molécule d'ATP pour relarguer du coup une molécule d'ADP, de phosphate inorganique. Bon ça, vous avez l'habitude maintenant. Le coenzyme utilisé ici, c'est la biotine, d'accord? C'est une étape qui est irréversible. Donc c'est une étape qui est spécifique à, la néoglucogénèse. OK? Super important. Alors étape 2, du coup, on a dit là, on était dans la mitochondrie. On veut plus être dans la mitochondrie, on va être dans le cytoplasme maintenant. Donc comment on va faire? On veut sortir l'oxaloacétate de la mitochondrie. Sauf que, problème, du coup, membrane de la mitochondrie imperméable à l'oxaloacétate. Donc on va essayer de trouver un système d'échange, du coup, qui permettra de faire passer, tout simplement l'oxaloacétate de la mitochondrie au cytoplasme. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser notre fameuse navette malate aspartate dont je vous ai parlé déjà dans la glycolyse. En fait, cette navette, elle va pouvoir transformer l'oxaloacétate soit en malate, soit en aspartate, OK? Donc, elle va pouvoir transformer du coup l'oxaloacétate en malate par la malate déshydrogénase, qui nécessitera du coup, d'oxyder une molécule de NADH+H+.
ou alors elle pourra transformer l'oxaloacétate en molécule d'aspartate par l'aspartate aminotransférase que j'appellerai ASAT à partir de maintenant parce que c'est plus simple et elle, par contre, elle aura pas besoin du coup du NADHH+. Alors, je vais m'expliquer, je vais tout détailler, vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre. En fait, dites-vous que navette malate aspartate, elle va permettre de faire passer l'oxaloacétate de la mitochondrie au cytoplasme et ça par 2 moyens, OK? Soit en utilisant une molécule de malate, soit en utilisant une molécule d'aspartate. Mais du coup, vous allez me demander: «Mais du coup, comment on sait quelle molécule on utilise?» parce que c'est soit l'une, soit l'autre. En fait, ça dépend du coup du précurseur, OK, qui a donné le pyruvate. D'accord? Ça va dépendre de la nature de la molécule qui est à l'origine du pyruvate. Donc si la molécule à l'origine du pyruvate est le lactate, on va utiliser l'aspartate pour faire passer l'oxaloacétate, de la mitochondrie au cytoplasme. Par contre, si la molécule du coup qui donne le pyruvate est l'alanine, on va utiliser le malate, d'accord? Pour faire passer l'oxaloacétate de la mitochondrie au cytoplasme. Petit mémo trop, trop bien de ma vieille que moi j'utilise beaucoup. Alanine, malate, dans les 2 mots, vous avez ALA, donc ça aide de ouf. Vous vous dites: «Alanine, malate, ça va ensemble», donc quand l'alanine donne le pyruvate, j'utilise le malate pour faire passer l'oxaloacétate, de la mitochondrie au cytoplasme. Par contre, par élimination, quand, c'est le lactate qui donne le pyruvate, j'utilise l'aspartate, OK. Ensuite lactate en plus, pardon, moi je me disais lactate, aspartate, ça finit par ate. Donc vraiment, vous avez tous les mémos possibles et inimaginables. Encore une fois, c'est à vous de faire, vraiment, c'est super bien aussi de créer ses propres mémos. Je trouve que quand c'est personnel, vous retenez encore mieux. OK. Donc là, je vais détailler un petit peu ce qui se passe dans cette navette parce que je sais que ce schéma, pose souvent problème parce qu'il fait peur. J'accepte, c'est vrai. Il y a beaucoup d'infos, mais vous allez voir, on va le décortiquer ensemble, on va le dédramatiser et vous allez plus le voir de la même manière. Il est super simple en fait, ce schéma. On dirait pas, mais vraiment. En fait, je vous ai mis plusieurs couleurs. Je vous ai mis OK, donc le lactate en vert foncé qui va avec l'aspartate en vert foncé et l'alanine en vert, clair qui va avec le malate en vert clair. Donc je vais commencer par l'alanine. Si la molécule qui donne à l'origine du coup le pyruvate est l'alanine, OK, on va utiliser le malate. Donc déjà, l'alanine donne le pyruvate par l'alate, OK, donc c'est l'enzyme qui, nous permet de passer de l'alanine au pyruvate. Le pyruvate, du coup, passe la mitochondrie par la pyruvate translocase, c'est juste un petit transporteur. Donc là, on est dans la mitochondrie, pyruvate, oxaloacétate, c'est, la première étape qu'on a décortiquée tout à l'heure et on se rappelle, on est au niveau de l'alanine, donc vert clair. Donc ici, vu que la molécule qui a donné le pyruvate est l'alanine, OK, on se rappelle, la navette va utiliser quelle molécule pour faire passer l'oxaloacétate? Elle va utiliser le malate. Donc hop, oxaloacétate se transforme en malate par la malate déshydrogénase mitochondriale. Attention, c'est bien mitochondriale, la prof peut très bien vous dire malate déshydrogénase cytoplasmique. Non, c'est faux, OK? On est dans la mitochondrie encore là. On n'a pas passé encore, la membrane. Donc, en, transformant la molécule d'oxaloacétate en malate, on a fait quoi? On a oxydé une molécule de NADHH+ en NAD+, ça c'est important. Le malate passe tranquillement, lui il a aucun souci à se faire, il peut passer tranquillement la membrane. Oui, il y a des privilégiés, l'oxaloacétate ne peut pas, le malate peut. Moi je me disais, l'oxaloacétate, il peut pas passer. Du coup, il a des amis qui sont super gentils, qui eux peuvent passer et du coup qui vont l'aider à passer, tout simplement. Faut le voir comme ça. Donc le malade passe tout seul. Il est au niveau du cytoplasme, sauf que là, du coup, on est super content parce qu'on est passé de l'autre côté, mais nous, on voulait l'oxaloacétate dans le cytoplasme, pas le malate. Donc le malate va redonner l'oxaloacétate par cette fois-ci et retenez bien, c'est la malate déshydrogénase cytoplasmique. Encore une fois, elle peut très bien vous dire mitochondriale, non, c'est cytoplasmique. Là, du coup, l'inverse va se faire, on va avoir une réduction du NAD+ en NADH+H+. Et on a notre oxaloacétate qui est où? Comme par magie, dans le cytoplasme. C'est ce qu'on voulait. On voulait faire passer l'oxaloacétate de la mitochondrie au cytoplasme et c'est ce qu'on a fait. L'oxaloacétate, du coup, va pouvoir donner le phosphoénolpyruvate. Ça, c'est l'étape qu'on va voir juste après, par la phosphoénolpyruvate, hem, carboxykinase. Voilà, la PEPCK, c'est plus simple. OK. Au contraire, du coup, si notre molécule de départ, c'est le lactate, donc vert foncé,
Déjà, pour passer du lactate au pyruvate, on se rappelle, c'est la, transformation qui est catalysée par la LDH, la lactate déshydrogénase, OK? On l'a vu, dans le cours sur la glycolyse, sauf que c'était l'inverse. On se rappelle en condition anaérobie, c'était pour réoxyder notre NADH, pour réoxyder notre cofacteur. On avait, utilisé en fait la LDH pour passer du pyruvate au lactate. Là, c'est l'inverse, OK? Donc on passe du lactate au pyruvate, donc cette fois-ci, on réduit le NAD+ en NADH, on utilise la LDH, hop, notre pyruvate, il passe comme tout à l'heure, oxaloacétate. Sauf que cette fois-ci, vu que la molécule de départ qui a donné le pyruvate, c'est le lactate et non pas l'alanine, la molécule qui va aider, donc l'amide, l'oxaloacétate cette fois-ci, va changer d'amide, l'oxaloacétate, ça va être l'aspartate, OK? Donc cette fois-ci, la molécule qui va aider l'oxaloacétate à passer la membrane, ça va être l'aspartate. Donc l'oxaloacétate va se transformer en aspartate, OK, en utilisant l'asate, en consommant une molécule de glutamate et en relarguant un alpha-cétoglutarate. L'aspartate passe tout seul, aucun souci à se faire, c'est l'amide l'oxaloacétate qui peut passer la membrane tranquillement et il redonne l'oxaloacétate en libérant une molécule de glutamate et en consommant un alpha-cétoglutarate. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on avait là. Maintenant qu'on a l'oxaloacétate dans le cytoplasme, on est content, on fait notre réaction, on donne du phosphonylpyruvate. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Vraiment, retenez juste que à partir du moment où vous avez compris que voilà, en fonction de la molécule de départ qu'on a et de la molécule qu'on a au départ, en fait, pour former le pyruvate, on va utiliser une molécule qui va être différente pour passer la membrane. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris, vraiment. C'est aussi simple que ça. OK, bon là, c'est tout ce que je viens de vous dire, en fait, détaillé. Donc je passe. Étape 3, du coup, maintenant que notre oxaloacétate est bien dans le cytoplasme, donc on a utilisé notre navette pour ça, on se rappelle, on va transformer notre oxaloacétate en phosphoénylpyruvate. Donc ça, c'est une réaction qui est catalysée par la PEPCK, d'accord? Qui nécessite du magnésium, qui consomme une molécule de GTP, qui relargue du GDP et du CO2. Attention, cette fois-ci, c'est une décarboxylation. Tout à l'heure, quand on est passé du pyruvate à l'oxaloacétate, c'était une carboxylation. On consommait du CO2. Là, non, c'est l'inverse. On relargue, donc décarboxylation. Et attention aussi, tout à l'heure, on consommait une molécule d'ATP. Ici, pour la décarboxylation, on consomme une molécule de GTP. Ne confondez pas les deux, pareil, il peut y avoir des pièges. Voilà, je vous le dis. Donc, c'est une étape qui est irréversible aussi. Elle est catalysée par la PEPCK, elle utilise le magnésium. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on a vu les 2 premières réactions spécifiques de la néoglucogénèse. Donc spécifiques de la néoglucogénèse, c'est les étapes qui sont irréversibles. On se rappelle ces étapes-là, on ne les retrouve pas dans la glycolyse. Donc, on a vu la transformation du pyruvate en oxaloacétate et la transformation de l'oxaloacétate en phosphoénylpyruvate. OK, c'est super, vous avez tout compris, j'espère. En tout cas, si, vous avez des questions, dites-moi, n'hésitez pas encore une fois. Donc, maintenant, toutes les autres réactions du coup qui vont nous mener du phosphoénylpyruvate au fructose 1,6 bisphosphate, à partir du coup de la molécule qu'on vient, d'obtenir, sont les mêmes que celles de la glycolyse, OK? Juste, elles sont empruntées dans l'autre sens. Donc en fait, du phosphoénylpyruvate au fructose 1,6 bisphosphate, on va vraiment remonter la glycolyse. C'est les mêmes étapes, c'est toutes les étapes, réversibles, donc on remonte la glycolyse. Donc là, je vous ai pas tout détaillé, mais vraiment n'hésitez pas à vous le dessiner quand vous faites le schéma de la voie, de la néoglucogénèse. Moi, j'aimais bien redessiner toutes les étapes de la glycolyse à l'envers. Après, c'est vous qui voyez. Moi, ça me permettait de vraiment bien visualiser ce qui se passait. Donc maintenant qu'on passe, du coup, du, phosphoénylpyruvate au F1,6 bisphosphate en ayant remonté toute la glycolyse, notre F1,6 bisphosphate, on va l'hydrolyser. Qui dit hydrolyse dit consommation d'une molécule d'eau, d'accord? Hydrolyse. Donc quand on hydrolyse le F1,6 bisphosphate, on donne du F6 phosphate, OK? Du fructose 6-phosphate. Donc un fructose, avec un phosphate au niveau du carbone 6. Ça, c'est une étape qui est encore une fois cytosolique, donc tout le long là, quand on a remonté la glycolyse, on était dans le cytosol, OK? Et c'est une étape qui, libère une molécule de phosphate inorganique. Comme enzyme, on va utiliser la F1,6 bisphosphatase, super important.
OK, donc cette étape-là, il n'y a ni production, ni consommation d'ATP. Attention, cette étape, vous pouvez vous dire: «Ah mais cette étape-là, on est dans la glycolyse, je la reconnais. Dans la glycolyse, on passait du F6P au F1,6 bisphosphate». Oui, d'accord, c'est vrai, les intermédiaires sont les mêmes en soi, mais la transformation n'est pas la même. Heu, Dans la glycolyse, on utilisait la phosphofructokinase 1, donc la PFK1. En plus, vous avez bien embêté avec cette enzyme en vous disant qu'elle était super importante, que c'était l'enzyme du coup de la, 3 réaction et que c'était l'enzyme qui permettait de réguler, on se souvient, le flux entrant de la glycolyse. Là, c'est pas le cas, OK? On n'utilise pas la PFK1. C'est pour ça que c'est une étape qui est vraiment différente, qui est irréversible, qui se démarque des autres. Une étape spécifique à la NGG qui n'utilise pas la PFK1, OK? Là, c'est vraiment la F1,6 bisphosphatase qui est utilisée pour cette réaction. D'accord? Donc c'est pas exactement la même réaction que dans la glycolyse. Super important et on se rappelle aussi que dans la glycolyse, on consommait une molécule d'ATP, étape 3. Là, non, c'est pas le cas, vous voyez? Donc c'est vraiment pas pareil. Il y a ni production, ni consommation d'ATP. OK, donc si c'est bon pour vous, on continue. Sinon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le forum. Donc maintenant qu'on a passé cette étape, qu'est-ce qui se passe? On va vouloir isomériser le F6P en G6P. Ça, c'est typiquement, voilà, une réaction réversible. C'est une réaction commune à la glycolyse. Donc du F6P, on donne le G6P. Dans la glycolyse, c'est l'inverse. Du G6P, on donne le F6P. OK et c'est toujours la phosphoglucose isomérase. C'est la même enzyme cette fois-ci. OK, donc cette étape, rien, à signaler, tranquille. OK, donc l'étape 11, c'est la déphosphorylation du glucose 6-phosphate en glucose et là, attention, 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 on change de compartiment, on n'est plus dans le cytoplasme. Donc je rappelle depuis, qu'on a utilisé notre navette malataspartate pour faire passer l'oxaloacétate au niveau du cytoplasme, on se trouve dans le cytoplasme. Jusqu'à l'étape 10 incluse, on se trouve dans le cytoplasme. Étape 11, déphosphorylation du glucose 6-phosphate en glucose. On va devoir changer de compartiment et aller dans le réticulum endoplasmique. Super important ça, vraiment. Le G6P ne peut pas se déphosphoryler comme ça, dans le cytoplasme, OK? Il faut qu'il aille dans le réticulum endoplasmique. Donc pour ça, il a un transporteur, OK, donc transporteur du G6P sur la membrane du réticulum endoplasmique. Le G6P est déphosphorylé et donne du coup du glucose et du phosphate inorganique et ce glucose et ce phosphate inorganique vont pouvoir sortir du réticulum endoplasmique par, hem, leurs transporteurs respectifs pour donner du glucose et du phosphate inorganique qui vont pouvoir être libérés dans la circulation sanguine. Ce qu'on voulait au final parce que la néoglycogénèse, on se souvient, notre but c'est d'avoir du glucose et là c'est ce qu'on a, donc on est super content. Voilà, je pense que, j'ai fini avec les étapes. Donc voilà, super important, là, vous vous dites, si vous avez déjà vu le cours, glycogénolyse, que c'est vraiment pareil. C'est ce qui se passe à la fin de la glycogénolyse parce qu'en fait, la glycogénolyse et la non-glucogénèse, finalement, elles ont le même objectif, hein, nous fournir du glucose dans notre sang. Donc voilà, le glucose pourra alors sortir de la cellule hépatique, donc il sort du foie et être distribué dans le sang. OK. J'espère que ça va pour vous. Là, on nous dit quoi? On nous dit que la néoglucogénèse nécessite du coup pour produire ce glucose, vous vous en doutez bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation d'énergie. Donc pour fournir in fine notre glucose, on consomme beaucoup d'énergie. On consomme en tout 2 molécules de pyruvate, 4 molécules d'ATP, 2 molécules de GTP, 4 molécules d'eau, 2 molécules de NADH, plus H+. Donc c'est beaucoup et on n'a pas fini parce qu'il y a aussi 4 molécules d'ADP, 2 molécules de GDP, 6 molécules de phosphate inorganique, 2 molécules de NAD+ et 2 protons. Donc vraiment, retenez bien en tout cas que la NGG consomme énormément d'énergie. Très consommatrice d'énergie, OK? Super important. OK, bon, on a fini avec les étapes de la NGG, mais le cours n'est pas fini. Mais courage, vraiment, accrochez-vous, c'est bientôt la fin. Cette étape, cette, partie-là, regardez, elle est pas très longue. Donc on va voir ça ensemble. En plus, c'est pas compliqué, vous allez voir. OK. Donc faut savoir qu'en fait, il existe plusieurs précurseurs à la NGG. Donc c'est-à-dire des molécules qui permettront de former, du coup, d'une façon ou d'une autre, les intermédiaires de la voie. OK. Donc le pyruvate, c'est un précurseur typiquement de la NGG. Sauf qu'on va voir qu'il y a pas que le pyruvate, il y a plein d'autres molécules. Donc, on en a déjà vu 2 tout à l'heure quand je vous ai parlé de la navette malataspartate. Je vous ai dit que le pyruvate pouvait être formé à partir de lactate et d'alanine.
Donc l'alanine et le lactate, c'est 2 précurseurs qui viennent d'où? C'est 2 précurseurs qui viennent des muscles, OK? Super important. Mais il y a aussi le glycérol et les acides gras impairs. Le glycérol et les acides gras impairs ne viennent pas des muscles, ils viennent du tissu adipeux. Vraiment important, retenez d'où viennent à chaque fois les précurseurs, OK? Donc on va voir chaque précurseur pas à pas ensemble. Donc le glycérol. Le glycérol, il vient d'où? Si vous avez vu les magnifiques cours de ma super coachute Chloé, vous savez que le glycérol vient de la lipolyse, OK? Que la lipolyse se fait au sein du tissu adipeux, vraiment retenez, c'est super important. Donc lipolyse, qu'est-ce qui se passe? Lipolyse, on casse une molécule du coup de triglycéride, OK? Et le triglycéride, via la lipase hormonosensible, donne le glycérol et l'acide gras. Et ça se fait où? Ça se fait dans le tissu adipeux. Super important, OK? Donc et là, on arrive à une partie qui est vraiment très importante, donc suivez bien, retenez bien, comprenez bien. Mais en gros, le glycérol, en fait, il va sortir du tissu adipeux, être libéré dans la circulation sanguine et aller dans le foie, OK? Et c'est dans le foie que le glycérol va être phosphorylé en glycérol 3-phosphate par la glycérol kinase. Est-ce que c'est surprenant? Non, on a une phosphorylation, on a une kinase, OK? Cette étape-là consomme une molécule d'ATP, super important. Donc c'est une phosphorylation maintenant, on commence à avoir l'habitude. Donc, un truc qui est hyper important, cette enzyme-là, la glycérol kinase, elle est absente dans le tissu adipeux. Vraiment cette phrase, mais vous l'écrivez mais partout. Vraiment, vous faites des post-it, vous faites tout ce que vous voulez, mais retenez-la parce que ça tombe, ça fait des pièges. Mais la glycérol kinase, si on vous dit qu'elle est présente dans le tissu adipeux, c'est faux, OK? La phosphorylation du glycérol ne peut pas se faire dans le tissu adipeux. Le glycérol doit sortir du tissu adipeux, OK? Il passe par la circulation sanguine et une fois qu'il arrive au niveau du foie, le glycérol peut être phosphorylé en glycérol 3-phosphate, mais la glycérol kinase est absente dans le tissu adipeux. Vraiment, ça c'est plus, 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 plus. OK? On retient bien. Donc une fois que le glycérol 3-phosphate du coup a été formé, donc toujours dans le foie, le glycérol 3-phosphate est transformé en DHAP, donc dihydroxyacétone phosphate par la, glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Et ensuite, du coup, ce DHAP va être transformé, en glycéraldéhyde 3-phosphate par la triose phosphate isomérase, OK? Ça, c'est super important. Donc ça, c'est une isomérisation et ces 3 étapes-là, ces 3 transformations se font dans le foie, d'accord? Surtout pas dans le tissu adipeux. Tissu adipeux, c'est juste le triglycéride qui est cassé en glycérol et en acide gras, OK? J'espère que ça va pour vous. Et en fait, le glycéraldéhyde 3-phosphate, ce qui est formé, ce qui est génial, c'est que en fait, il pourra entamer la néoglucogénèse comme le DHAP, OK, les 2 là, parce que c'est tout simplement des intermédiaires de la voie. Donc eux, ils vont pouvoir rejoindre la néoglucogénèse. Donc en fait, c'était tout le but au final, hein. On se rappelle, le glycérol, c'est un précurseur de la néoglucogénèse, donc à partir de glycérol, on a pu obtenir du glycéraldéhyde 3-phosphate pour rejoindre la néoglucogénèse et former du sucre de nouveau. OK, j'espère que ça va pour vous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, j'insiste. OK, donc maintenant qu'on a vu le glycérol, un des précurseurs de l'ANGG, je vais vous parler des acides gras impairs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les acides gras impairs. Donc en fait, il faut savoir que la plupart des lipides ont un nombre pair de carbone, d'accord? Donc la plupart, on va vous dire, voilà, c'est un acide gras pair. Mais attention, il y a des exceptions. Il y a certains, acides gras qui ont un nombre de carbone impair. Donc, quand ces acides gras, en fait, vont être oxydés grâce à la voie de la bêta-oxydation, donc encore une fois, cours que vous voyez avec ma super coachute. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et les vidéos de mon coachute aussi. Qui sont toutes géniales. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir et si ça peut vous aider pour votre compréhension, c'est incroyable. Vraiment, on espère que, ça vous sert un max. Donc, ces acides gras sont oxydés via la bêta-oxydation, OK? Et en fait, lors du dernier cycle de la bêta-oxydation, donc vous allez voir, toute cette histoire de cycle et tout, vous le voyez très bien avec Chloé. Mais en fait, lors du dernier cycle, en plus de l'acétyl-CoA, on a une molécule, qui s'appelle du coup le propionyl-CoA qui est formée et ça, c'est au niveau des acides gras impairs, attention.
Donc acide gras impair, on se rappelle, dès que vous voyez acide gras impair, dernier tour de la bêta-oxydation, non seulement on forme l'acétyl-CoA, mais on forme aussi le propionyl-CoA, super important. Donc il peut être produit à partir de la dégradation du coup des acides aminés et pour revenir et pour faire un petit récap de ce qu'on obtient à partir des acides gras pairs versus ce qu'on obtient à partir des acides gras impairs, faut vraiment retenir plus que acides gras pairs, OK, ils seront oxydés via la bêta-oxydation et on va obtenir des molécules d'acétyl-CoA, OK, qui vont rejoindre le cycle de Krebs. Ça, vous voyez bien avec mon coup de chute, mais acétyl-CoA, il entre dans le cycle de Krebs du coup pour produire de l'énergie, OK? Cette énergie qui sera nécessaire d'ailleurs pour faire la néoglycogénèse. Vraiment, quand je vous dis que tous les cours sont liés en bioche, c'est pas une blague. Vous avez vu là, je vous ai parlé des cours de Chloé, je vous ai parlé des cours de Julien, je vous ai parlé de mon cours. Vraiment, tous nos cours sont liés. Donc la bioche, je vous promets, une fois que vous aurez vu tous les cours, vous allez avoir un déclic et vous allez réaliser que tout est lié. Et ça, c'est le moment le plus satisfaisant de toute l'année, vous allez voir. Donc à partir du moment où vous avez compris et vous avez fait tous les liens, je vous promets qu'il y a rien de très compliqué. Donc acétyl-CoA, on est content, il rentre dans le cycle de Krebs, OK, et on produit de l'énergie. Donc ça, c'est grâce aux acides gras pairs. Les acides gras impairs, eux, en fait, ils vont aussi être oxydés, mais en fait, au dernier tour de la bêta-oxydation, le propionyl-CoA qui va être, donné, le propionyl-CoA qui va être donné, sera ensuite transformé en succinyl-CoA et lui, en fait, via le cycle de Krebs, il pourra fournir de l'oxaloacétate et aller vers la néoglycogénèse. Donc on se rappelle bien que acide gras pair, on a production d'acétyl-CoA qui va pouvoir rejoindre le cycle de Krebs pour produire de l'énergie et chez les acides gras impairs, là je vous ai mis un récap, on produit du propionyl-CoA, OK, qui produit du succinyl-CoA, OK, qui va pouvoir donner l'oxaloacétate via le cycle de Krebs et du coup, cet oxaloacétate-là va pouvoir rejoindre la néoglycogénèse. Donc vraiment, retenez bien que le propionyl-CoA, c'est à partir des acides gras impairs, OK? À partir des acides gras pairs, c'est que l'acétyl-CoA. Super important ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que le propionyl-CoA, c'est un super bon précurseur de la néoglycogénèse, puisque si vous voyez ici, hop, propionyl-CoA, à partir du coup de ce propionyl-CoA et du coup de la propionyl-CoA carboxylase et d'un coenzyme qu'on appelle la biotine, que vous connaissez maintenant. Carboxylation, on utilise la biotine en cofacteur, on consomme une molécule d'ATP et un CO2. À partir du coup du propionyl-CoA, on donne le déméthylmalonyl-CoA. Avec la méthylmalonyl-CoA épimérase, on fait une épimérisation et on donne la L-méthylmalonyl-CoA. D et L, on se rappelle, c'est des épimères, ça vous voyez avec iris en structure. Ensuite, à partir du L-méthylmalonyl-CoA, on donne le succinyl-CoA avec la M-méthylmalonyl-CoA mutase et du coup la vitamine B12. Ce succinyl-CoA qui va pouvoir intégrer le cycle de Krebs, donner notre oxaloacétate, OK, qui va pouvoir, in fine, rejoindre la néoglycogénèse. Donc c'est magique, c'est pour ça qu'on dit que le propionyl-CoA est un super bon précurseur de la néoglycogénèse, OK? Et là, je vous ai mis un autre schéma, mais vous comprenez bien que, hop, on est dans le tissu adipeux, lipase hormonosensible, on casse notre triglycéride, on produit du glycérol, de l'acide gras, que, l'acide gras va pouvoir du coup, donner de l'acétyl-CoA qui va pouvoir faire le cycle de Krebs, nous donner de l'oxaloacétate qui va pouvoir produire du glucose via la NGG. Rejoindre la NGG pour produire du glucose de nouveau. OK, donc là, vous avez vraiment tout sur ce beau schéma. En tout cas, j'espère que c'est plus clair pour vous, que vous avez compris. En tout cas, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas encore une fois. Il y a pas de souci, je réponds, vraiment. Donc maintenant qu'on a vu, les acides gras impairs, les acides gras pairs en précurseur, on a vu le glycérol, il nous en reste un de précurseur. Ça va être les acides aminés et le lactate. Alors, il y a différents types d'acides aminés. Donc on a les acides aminés glucogènes, donc comme leur nom l'indique, c'est des acides aminés qui permettent la formation de glucose. Les acides aminés cétogènes qui permettent la formation de corps cétonique et les acides aminés mixtes qui permettent la formation des 2. Alors moi, personnellement, je vous conseille de les apprendre quand même parce qu'on est à l'abri de rien, ça peut tomber. Donc là, je vous ai mis un petit mémo que moi, je me souviens en P1, j'avais eu du mal à comprendre au début, mais en vrai, il est pas très compliqué, ça va, et je pense qu'il peut toujours servir.
Donc apprenez-moi bien les, acides aminés glucogènes, les cétogènes, il y en a que 2, c'est simple, leucine et lysine et les glucocétogènes, donc les mixtes, OK? Voilà, donc ça, c'est des acides aminés, qui peuvent, hein, être aussi des précurseurs de la néoglucogénèse, à retenir. Alors, quelque chose de super important et après on a fini, promis. En fait, il faut savoir que lors d'une situation de jeûne, OK, le catabolisme des acides aminés, donc ça, vous avez un cours entier dessus, d'ailleurs qui est trop, trop bien, permettra par exemple dans le muscle de former l'alanine, OK? Donc à partir du catabolisme des acides aminés, on produit l'alanine. L'alanine, il correspond à 30 des substrats utilisés par le foie pour la néoglucogénèse. Ça, c'est super important, retenez, l'alanine correspond à 30 des substrats utilisés par le foie pour faire la néoglucogénèse, donc c'est quand même un substrat qui est important, OK? D'autres acides aminés permettront, d'effectuer la cétogénèse du coup. Donc la cétogénèse, c'est une voie relais de la néoglucogénèse. Donc ça, c'est quand le gène, il se prolonge plus, plus, plus. Donc on se rappelle, on veut du sucre, on fait la glycogénolyse. La glycogénolyse s'épuise en gène précoce. On attaque du coup la néoglucogénèse et quand la néoglucogénèse, bah, elle en peut plus aussi, au bout d'un moment, quand le gène se prolonge trop, on fait la cétogénèse, d'accord? Donc pour voir comment les produits du catabolisme dans le muscle, donc comme l'alanine ou le lactate, vont intervenir pour favoriser du coup notre néoglucogénèse hépatique, on a 2 cycles qui sont super importants que je vais détailler avec vous, que je vais vous expliquer. Il y a le cycle glucose-alanine et le cycle de Cori et en fait ces 2 cycles-là, moi je les aimais trop parce qu'ils vous permettent vraiment de comprendre à quel point le foie et le muscle s'entraident, vraiment. Il y a vraiment un lien qui va se faire entre le muscle et le foie et ça, on va le voir ensemble. Déjà, le cycle glucose-alanine, qu'est-ce qui se passe? En fait, faut savoir que la dégradation des protéines musculaires, en fait, quand vous allez dégrader vos protéines, vous allez former du glutamate, OK? Ça, c'est première chose. Ce glutamate-là, il va, subir du coup une réaction de transamination avec le pyruvate. Donc vous prenez votre glutamate accompagné de son pyruvate. Glutamate et pyruvate subissent une réaction ensemble du coup de transamination et en fait, ils vont former de l'alanine et de l'alpha-cétoglutarate. Donc je récapitule, on a le glutamate va s'allier au pyruvate, ils vont faire une réaction de transamination et vont donner l'alanine et l'alpha-cétoglutarate. Donc glutamate et pyruvate donnent alanine et alpha-cétoglutarate. L'alanine en fait va rejoindre du coup par le sang, le foie. Et au niveau du foie, l'alanine va pouvoir y être transformée en pyruvate et en glutamate, une nouvelle fois par transamination. Donc je récapitule, on part de notre glutamate qui s'allie au pyruvate, réaction de transamination, on donne l'alanine et l'alpha-cétoglutarate. L'alanine, il va en fait, être transformé du coup en pyruvate et en glutamate. Donc ça, c'est par transamination aussi, OK? Et le pyruvate, donc le pyruvate qu'on a formé juste ici, va pouvoir être utilisé pour effectuer la NGG, parce qu'on se rappelle que la NGG commence par le pyruvate et du coup, on va pouvoir produire du glucose. Alors que le glutamate, lui, va être dégradé, OK? Et en fait, on va dégrader le glutamate pour faire ressortir le groupement aminé. D'accord? Et pour qu'il puisse être éliminé sous forme de NH3, puis d'urée. Ça, vous le voyez bien avec mon cotu dans le cours catabolisme des acides aminés avec l'uréogenèse et cetera. Il faut savoir que vous dégradez le glutamate, vous obtenez du NH3, et de l'urée. OK, super important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au final? On part du glutamate s'allie au pyruvate, transamination, on forme l'alanine, l'alpha-cétoglutarate. L'alanine, du coup, va rejoindre le foie et l'alanine va être transformée en pyruvate et en glutamate, donc encore une fois par transamination. Le pyruvate va pouvoir rejoindre du coup la néoglucogénèse, tandis que le glutamate va pouvoir donner du NH3 et de l'urée. OK, ça c'était notre cycle glucose-alanine. Maintenant, on va passer au cycle de Cori. Donc là, je vous ai mis le cycle glucose-alanine juste ici. Donc on se rappelle du coup le glutamate, c'est le foie qui l'a donné, OK. C'est le muscle qui l'a donné, excusez-moi, c'est le muscle qui donne le glutamate, super important. Le muscle donne le glutamate et en fait, la transamination du coup de l'alanine en pyruvate et en glutamate, elle se fait dans le foie.
Donc vous voyez bien la coopération entre le muscle et le foie. Ensuite, le cycle de Cori, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'était mon préféré. Mais en fait, il faut savoir qu'on part d'où? On part de la dégradation du glycogène, du coup, qui se fait via la glycogénolyse et qui va permettre, du coup, de libérer du glucose, OK? Pour qu'il puisse être dégradé via cette glycolyse. Donc ça, il y a aucun souci sur ça, on l'a déjà vu. Donc on fait la glycogénolyse, on dégrade le glycogène, le glucose libéré va pouvoir rejoindre la glycolyse. La glycolyse donne du pyruvate, comme on le sait très bien. Le pyruvate va être transformé en lactate, on se rappelle, en condition anaérobie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit dans le cours de la glycolyse. Le lactate, du coup, a été produit à partir du pyruvate en condition anaérobie, on se rappelle, via la LDH. C'était une transformation qui nous permettait de réoxyder notre cofacteur en condition anaérobie, parce que on se rappelle, là, je vous fais un méga rappel de la glycolyse, mais on ne peut pas utiliser les navettes pour réoxyder les cofacteurs en condition anaérobie, étant donné qu'on n'a pas d'oxygène et qu'une navette est, au niveau d'une membrane mitochondriale et qu'une mitochondrie ne peut pas fonctionner si elle n'a pas d'oxygène. Donc ça, c'était un méga récap de la glycolyse, mais au moins c'est clair, net, précis dans votre tête et si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, donc le lactate, il est ensuite acheminé vers le foie, d'accord? Le lactate qu'on a produit donc par voie sanguine, donc le lactate va dans le foie et c'est dans le foie, OK, qui va y redonner, pardon, du pyruvate et du glucose via la néoglucogénèse, d'accord? Donc dans les 2 cycles qu'on a vus, le glucose produit dans le foie sera restitué aux muscles par le sang. Et ça, c'est super important, OK? Donc je récapitule le cycle de Cori. Glycogénolyse, on libère notre glucose, on fait la glycolyse. À partir de la glycolyse, on a obtenu du pyruvate qui peut être transformé en lactate en condition anaérobie. Le lactate, OK, il passe du coup dans la voie sanguine pour aller vers le foie et au niveau du foie, le lactate va pouvoir redonner du pyruvate, OK, via la réaction inverse et du glucose via la néoglucogénèse, d'accord? Donc en fait, les 2 cycles-là nous permettent bien de visualiser la coopération qui existe entre le foie et le muscle, parce que si vous avez remarqué à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui se passe? Hem, Ce qui se passe, c'est que le muscle fournit au foie les précurseurs, donc en l'occurrence, par exemple, le glutamate. Donc le muscle fournit au foie les précurseurs de la néoglucogénèse pour que le foie puisse faire la néoglucogénèse, puisque le muscle ne peut pas faire la néoglucogénèse, attention, c'est dans le foie qu'il a fait la néoglucogénèse. Et le foie, en fait, en retour, pour lui dire merci, en fait, au muscle, bah, il va lui donner le glucose qu'il produit grâce à la néoglucogénèse pour que le muscle puisse utiliser ce glucose et faire de l'énergie et continuer, à fonctionner, en fait et continuer à fournir les précurseurs au foie. Donc vous avez vu, c'est vraiment genre un système d'entraide de ouf. Le muscle et le foie s'aiment. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. Le muscle donne les précurseurs de la néoglucogénèse au foie pour que le foie puisse faire sa néoglucogénèse, pour qu'il puisse produire du glucose, qu'il va ensuite redonner au muscle, pour que le muscle puisse fonctionner, puisse avoir de l'énergie et puisse, fournir des précurseurs au foie, encore une fois. Et là, je peux continuer encore et encore parce que c'est un cycle, d'accord? J'espère que vous avez bien compris cette notion de coopération entre le foie et le muscle parce que c'est vraiment super important. Voilà et si vous avez une quelconque question ou que c'est pas clair ou qu'il y a quoi que ce soit, heu, qui vous gêne, n'hésitez pas à aller sur le forum. Donc voilà et à la toute fin, je vous ai mis un big schéma récap de la néogenèse, même avec, la navette, comment passe l'oxalacétate, de notre, compartiment à un autre et comment tout ça fonctionne. En tout cas, je vous ai tout mis à la fin. N'hésitez pas à regarder les schémas récap, moi ça m'aidait de ouf et n'hésitez pas à les refaire surtout pour pouvoir les revoir, à votre guise. Donc voilà, je vous ai fait un petit code couleur avec, les, réactifs, les produits en une couleur, ce qui est consommé, ce qui est relargué, les enzymes, les coenzymes et vous avez vraiment tout, tout, tout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être la plus claire, la plus précise possible, mais si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas du tout. Vraiment, on est là pour ça. J'espère que ça va pour vous et que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur les vidéos, à me dire si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. En tout cas, c'est prévu. Surtout pour la régulation de la glycémie, la fiche va arriver en même temps que la vidéo normalement. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous la sortir, pour ce week-end. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu
et je vous envoie tout mon courage. La team Bioche est à fond avec vous et vous allez tout casser à l'examen, vraiment, que ce soit en Bioche ou globalement. Vraiment, croyez en vous, c'est le plus important, ayez confiance. Vous connaissez, vous avez les connaissances et ça va le faire, il y a aucun doute. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et voilà.